Oui, alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, notre midi du labo met en vedette trois récipiendaires de nos bourses du laboratoire. Euh, Marie Pigelet, Valéria Télès-Niemeyer et Anne-Marie Dubreuil. Alors, je vous les présente très brièvement. Marie Pichelet est la coordonnatrice du laboratoire, mais elle est aussi une doctorante en histoire et elle va d'ailleurs nous parler de la thèse sur laquelle elle travaille, sur l'histoire des livres de recettes. Elle va nous en dire plus dans un moment. Euh, Ensuite, Valéria Télès-Niemeyer, elle est diplômée en design de l'environnement au Chili et aussi avec une maîtrise en médiation de l'art contemporain à Paris 8 et elle poursuit des études doctorales en histoire sous la direction de Christina Tandriopoulos. Et finalement, Anne-Marie Dubreuil, qui s'intéresse à la fois à l'histoire des arts de la scène et l'histoire nord-américaine. Et elle est technicienne en archives à la bibliothèque de danse Vincent Boiron. Et elle va nous parler aujourd'hui de son mémoire de maîtrise dans lequel elle a étudié les relations entre les milieux d'affaires et les institutions médicales montréalaises fin 19e, début 20e, un mémoire qui était sous la direction de Martin Petitclerc. Donc, voilà, c'est tout bref, mais elles ont peu de temps. Elles ont une dizaine de minutes chacune pour présenter un peu l'axe principal ou les éléments principaux de leur recherche. Donc, je passe d'abord la parole à Marie Pigeot. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous exposer effectivement les grandes lignes de ma thèse. Donc, comme son titre l'indique, je travaille sur les livres de cuisine qui sont publiés entre 1825 et 1930 et qui sont destinés au public québécois. Donc, l'objectif est de cerner les caractéristiques de la production du livre culinaire, à préciser les contours du public visé, qui est de plus en plus large durant la période que j'étudie, et les messages qui sont diffusés à travers ces livres de recettes. Donc, je propose à travers ce travail d'apporter une contribution non seulement à l'histoire alimentaire, à l'histoire des femmes, mais également à l'histoire du livre au 19e et au début du 20e siècle au Québec. Donc, mon travail permet d'apporter un éclairage sur l'histoire du livre de cuisine encore peu travaillée au Québec. En effet, cette source a longtemps été considérée comme anecdotique au Québec, mais depuis une vingtaine d'années, il commence à être considéré comme un objet de recherche à part entière. On pense notamment au travail de Caroline Coulombe en 2002 ou celui de Julie Parker en 2006. Donc, mon travail se réclame de ces approches en souhaitant aborder donc, le livre de cuisine comme un objet d'étude totale, tel que l'a pensé Marcel Mott. Nous nous démarquerons de ce fait de l'intérêt pour les livres de cuisine qui a été proposé par les études fondatrices en histoire de l'alimentation, qui ont été les premiers finalement à étudier le livre de cuisine. Et nous pensons notamment aux études culturalistes qui ont été portées notamment par Jean-Louis Flandrin, qui s'est intéressé aux recettes de cuisine pour tenter de reconstituer les goûts et leurs évolutions. La première question de recherche posée dans le cadre de ce travail m'a obligée à interroger le livre en tant qu'objet et ce qu'il a à nous dire. Cette étape importante de la compréhension du livre se réfère au concept de mise en livre tel que l'ont imaginé Henri-Jean Martin et Lucien Febvre dans l'apparition du livre en 1858. L'idée centrale est de considérer le livre non seulement pour sa mise en page, mais également pour les éléments constitutifs de sa mise en livre
qui encadre le texte et le donne à lire. L'objet livre devient alors une source d'information indispensable à la compréhension de sa conception, mais également de sa réception. La seconde question de recherche aborde le livre de recettes comme objet sociologique. La réalisation d'un livre de cuisine est en effet pas toujours, voire très rarement, due à une initiative individuelle. Il peut dépendre de commanditaires, d'un libraire ou encore d'un éditeur. C'est pourquoi étudier l'écriture des recettes au sens large, c'est donc à la fois chercher les raisons qui ont poussé un cuisinier à faire connaître son art et d'autre part un scribe à l'écrire ou un éditeur à l'éditer. Enfin, ces livres sont destinés à un public de lecteurs visé non seulement par une forme éditoriale, mais également par un discours sous-jacent. Il nous sera ainsi donné la possibilité de saisir une forme de construction de sens telle que l'a pensée Roger Chartier, en mettant en lumière les conditions et les processus de fabrication des ouvrages culinaires publiés au Québec entre 1825 jusqu'aux années 30. En ce qui a trait au corpus étudié, il me semblait intéressant de vous présenter les grandes lignes de la production d'ouvrages relatant des recettes de cuisine au Québec entre 1825 et 1930. À l'heure actuelle, tout le monde sait reconnaître de façon incontestable un livre de recettes. Cet ouvrage relevant de la pratique fait partie d'un genre littéraire codé et se définit selon Bruno Loriot comme un groupe organisé au nombre de recettes dévolues à la préparation des aliments en vue de leur consommation. Cette définition des plus larges suscite des questions et impose des précisions quant au choix que j'ai pu faire. En effet, le livre de cuisine, tel que nous pouvons l'imaginer aujourd'hui, n'est pas le seul vecteur de diffusion des recettes de cuisine. Il existe, du moins pour la période qui m'occupe, un ensemble de supports qui énoncent plus ou moins largement des préceptes culinaires. Je suis ainsi amenée à regarder un ensemble d'imprimés porteurs de recettes de cuisine, malgré des disparités physiques évidentes que peuvent avoir ces supports entre eux. J'ai ainsi considéré, dans le cadre de cette étude, des livres de cuisine reliés qui se rapprochent finalement un petit peu de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce sont des ouvrages homogènes dédiés à la cuisine, généralement d'un volume important et de format maniable. Ils sont organisés la plupart du temps à l'aide d'une table située au début ou à la fin de l'ouvrage et d'une numérotation. Ils peuvent être pourvus d'un titre et d'un prologue. L'organisation des recettes peut respecter un ordre déterminé tantôt par un ingrédient ou tantôt par l'ordre d'aimer, comme l'exemple que je vous ai soumis dans cette slide, illustrant la 3e édition de la cuisinière canadienne qui est parue en 1865. Alors, j'ai également considéré les pamphlets et livrets commerciaux qui ont eu pour vocation première de promouvoir la vente d'un produit ou de faire valoir une marque en général d'une entreprise plus largement. Aussi, les recettes de cuisine sont utilisées comme un prétexte de diffusion de messages publicitaires. Généralement, ils sont produits à bon marché, ils sont composés d'une couverture souple. Ils étaient diffusés généralement gratuitement ou contre un prix modique. Il y a également les brochures gouvernementales qui émanent donc des gouvernements, tant au niveau provincial que fédéral, qui ont été financés généralement par les comptes publics et qui sont généralement rédigés la majorité du temps par des fonctionnaires. Je vous ai mis un exemple dans cette slide, notamment d'un pamphlet émanant du gouvernement fédéral, du ministère de l'Agriculture plus particulièrement, qui visait à la promotion de la consommation du lait. Enfin, il y a 2 autres types de publications que j'ai considérées dans ce travail qui, par contre, ont abordé le sujet culinaire, qui contient un sujet culinaire, mais qui prend une place beaucoup plus secondaire par rapport aux ouvrages précédemment cités. Pardon. Donc, il s'agit des almanachs et des manuels scolaires. Donc, l'almanach est une publication populaire qui paraît chaque année, contient des sections calendaires et des rubriques diverses relevant de savoirs pratiques, de récits instructifs et divertissants. Les volumes brochés de taille moyenne à couverture souple étaient présents dans tous les foyers, souvent suspendus par une ficelle dans la cuisine. 3 titres ont diffusé largement des recettes de cuisine, donc il s'agit de l'almanach pour tous, l'almanach Rollet ou l'almanach Roland. Je vous ai mis un des exemples dans cette slide à droite. Il y a également donc les manuels scolaires. Donc, ces livres sont dédiés à la formation et plus particulièrement à la formation des femmes dans un domaine particulier qui était essentiellement l'économie domestique.
Ils servent de support à l'enseignement, directement ou indirectement, puisque ces ouvrages sont destinés soit aux étudiants, soit aux enseignants. Ils forment généralement des volumes importants et ils sont organisés à l'aide d'une table et d'une numérotation. Ils reviennent essentiellement sur les préceptes de tenue d'une maison dont la cuisine fait partie, d'où finalement la vocation, finalement le sujet culinaire qui prend une place secondaire dans ce genre d'ouvrage. Vous avez un exemple de programme qui est montré donc dans cette slide, qui était proposé aux étudiantes de l'école primaire dans le cadre de l'économie domestique en 5e et 6e année. Donc, la première étape à envisager pour ce travail de recherche est la recension des ouvrages culinaires publiés entre 1825 et 1930 et destinés au public québécois. Donc, ce travail colossal a été envisagé dans un premier temps par Elizabeth Driver en 2008 à travers un ouvrage de référence qu'elle a publié. Et ce travail nous a permis de dessiner les premiers contours de mon corpus. J'ai par ailleurs effectué un travail de précision parce que certaines publications n'étaient pas très précises quant à leur date de publication. Donc, je me suis basée sur des dépouillements de la presse de façon à préciser un petit peu plus les dates de publication. Enfin, je me suis attachée à fréquenter certains centres d'archives ou à rencontrer des collectionneurs afin de bonifier le travail préalable de Madame Driver, parce qu'il s'est avéré en effet qu'il contenait un certain nombre de manquements. L'édition d'ouvrages relatifs à la cuisine connaît un véritable essor durant la période qui nous occupe. La naissance du mouvement, observé dans les premières décennies du XIXe siècle, demeure cependant timide. La première publication destinée au public québécois, pour rappel, c'est une réédition de La cuisinière bourgeoise de Menon, qui paraît en 1825, qui a été commanditée par un libraire de Québec, mais qui va être imprimée en France. Mais je l'ai considéré dans ce travail, étant donné qu'il était définitivement destiné au public québécois. Le véritable envol de cette édition culinaire va débuter entre 1890 et 1899 pour connaître son apogée en 1920-1930. On peut attribuer cet essor notamment au développement de l'enseignement, de l'alphabétisation et de progrès en matière éditoriale et d'impression qui modifient considérablement le rapport du livre, surtout dans une dimension socio-économique. Alors, grâce à nos dépouillements, nous avons identifié 5 organes éditeurs de ces livres de recettes. Il s'agit, et ce seront les précurseurs, des éditeurs généralistes. Donc, je vous ai présenté la page de couverture de La cuisinière bourgeoise de Menon, donc, qui paraît en 1825. Vous avez également à la droite, au centre de l'image, la première édition originale d'Amérique du Nord en langue française, qui sera La cuisinière canadienne, qui paraît en 1840 et qui a été publiée par Louis Perrault. Il y a également les congrégations religieuses. Donc, elles publient essentiellement dans une perspective en lien avec l'enseignement domestique. Donc, c'est grâce à ces manuels de cuisine ou encore de nutrition que ces congrégations religieuses font rayonner leur idée, leur influence. Le premier ouvrage date de 1878, donc c'est Directions diverses qui va être publié par la mère Caron. Et il connaîtra un véritable succès puisqu'il sera réédité 9 fois jusqu'en 1975. Il y a également les pouvoirs publics. Les autorités provinciales et fédérales abondent en publications culinaires à partir de la fin du XIXe siècle. Ils jouent un rôle essentiel à travers leurs publications culinaires dans la diffusion des nouveaux savoirs à différents niveaux, notamment en matière de conservation ou encore de nutrition, par exemple. Il y a les entreprises qui vont être l'organe éditeur le plus prolixe durant la période que j'étudie. La première publication émanant d'une entreprise date de 1871. C'est une entreprise pharmaceutique qui va être la première à publier un ouvrage à vocation promotionnelle et commerciale. Donc, généralement, c'est des publications qui vont émaner des entreprises agroalimentaires, alimentaires et pharmaceutiques. Et puis enfin, il y aura des groupes de femmes qui vont éditer des livres de recettes, généralement dans un but participatif.
La particularité de cet organe éditorial, c'est qu'il ne va absolument pas concerner les femmes francophones, mais exclusivement les femmes anglophones. Oui, ce graphique vous permet de mieux comprendre la part des différents organes éditoriaux en fonction des années. Et on voit très bien la part que prend les entreprises dans l'édition culinaire durant la période qui nous occupe. Alors, pour vous faire état un petit peu de l'avancement de mes travaux, j'ai eu l'occasion de présenter certaines de mes recherches lors des derniers congrès de l'ACFAS et de l'UHAF. Je me consacre pleinement à la rédaction de ma thèse pour un dépôt souhaité en 2023. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, on enchaîne donc avec la présentation de Valéria Teles-Niemeyer. Donc moi aussi, pour cette présentation, je vais vous parler de mon projet de thèse que je réalise au département d'histoire de l'art à l'UQAM et qui s'intitule Atmosphère électrique, histoire et représentation de l'éclairage à Montréal. L'éclairage artificiel a souvent été présenté par une partie de la littérature existante comme le produit d'une évolution naturelle de portée globale basée sur le progrès technique et l'innovation. Cette vision prétendument uniforme est contestée par certains spécialistes, notamment David Knight, qui défend une approche dans laquelle l'industrialisation de la lumière est façonnée par des identités culturelles et spécifiques. Dans ce contexte, mes recherches veulent contribuer à cette approche locale en examinant comment la culture visuelle de Montréal participe à la production des environnements urbains médiatisés par la lumière électrique. À travers l'étude des médias visuels, ma thèse propose de restituer les débuts de l'éclairage électrique à Montréal entre 1879 et 1935, période durant laquelle certains désirs d'illumination ont été façonnés puis intégrés dans le domaine du commun. L'une de mes hypothèses est que le désir d'éclairer électriquement la ville n'est pas seulement fondé sur un simple besoin ou manque de lumière, mais a également été conditionné par une construction médiatique. Je soutiens alors que l'éclairage électrique ne peut pas être réduit à l'objet technologique lui-même, mais son impact tient en une transformation visuelle qui affecte la façon de construire, de représenter et de percevoir la ville. Afin de comprendre cette relation entre les Montréalais et cette technologie, j'ai constitué un corpus défini par 3 études de cas qui structurent également les 3 parties de la thèse. Il s'agit d'une photolithographie de presse de 1879, une carte technique de 1901 et une photographie postale de 1935. Plus qu'une conception linéaire, je propose de faire des incursions ponctuelles dans l'histoire de la lumière électrique à Montréal par le biais de différentes images techniques. Cette conception fragmentée de la thèse vise à remettre en question l'idéal de progrès par lequel l'éclairage est habituellement étudié, en insistant plutôt sur ses significations esthétiques et culturelles. Le choix du corpus répond également à une volonté de ne pas travailler avec des médias canoniques, mais avec des images ordinaires de la vie courante, dont les auteurs sont également le plus souvent inconnus. À la manière de l'archéologie des médias, j'utilise l'image d'archives comme document d'enquête pour comprendre non seulement le contenu interprétatif des représentations, mais aussi leur matérialité et leur agentivité. Je vais vous présenter de manière très rapide chacune de ces études de cas. Donc, si vous avez des questions plus poussées, ça me ferait plaisir de vous répondre à la fin. Le cas qui ouvre la thèse correspond à une photolithographie parue dans le Canadian Illustrated News et dans son homologue francophone, l'opinion publique. Cette gravure est assez unique car c'est la seule image qui existe pour illustrer la première démonstration publique d'illumination électrique à Montréal. L'expérience a été menée par l'inventeur-entrepreneur Joseph Ambroise Isaac la nuit du 16 mai 1879 sur le Champ de Mars et elle a été coordonnée avec un exercice militaire en l'honneur de l'anniversaire de la reine Victoria.
De nature journalistique, ces gravures réalisées par James Weston rendent compte des premières impressions et émotions suscitées par la mise en scène de la nouvelle lampe. L'un des aspects les plus particuliers de cette photolithographie et distinctif de la plupart des représentations de l'époque est que la source lumineuse n'y est pas représentée. Le public semble également indifférent à la présence de la lumière de la lampe, à exception d'une jeune fille placée au premier plan qui tourne son regard vers la lampe. Les variations entre les versions françaises et anglaises du journal sont aussi remarquables. Le Canadian Illustrated News révèle la lumière au moyen de lignes qui indiquent l'orientation de la lampe. Vous pouvez voir ici sur l'image de gauche. L'opinion publique, en revanche, modifie l'image elle-même par le retrait des rayons lumineux et ajoute des lignes ombragées sur le visage de la fille. Cette photolithographie transmet avant tout l'idée de l'éclairage électrique comme une énergie qui favorise la sociabilité et la distraction. Il y a une tentative délibérée de ne pas montrer l'objet technologique afin de conduire le regard vers les effets de la lumière sur l'espace et la foule. Le point de vue offert par l'image suggère en effet la manifestation d'une multitude qui, malgré ses différences et sa dispersion, semble être unifiée par le spectacle de la lumière. La deuxième partie est portée par l'étude d'une carte du réseau électrique de Montréal, élaborée en 1901 par la Royal Electric Company, le plus grand fournisseur d'électricité de la ville à l'époque. Il s'agit de l'un des seuls documents cartographiques de la Royal que nous avons trouvé à ce jour. Si à première vue, ce plan semble une représentation objective et technique, derrière sa rationalité se dissimule l'expression d'une époque et plus précisément la manière dont la ville a été construite et imaginée. Les premières recherches suggèrent que Royal Electric aurait utilisé un plan du géographe et ingénieur civil Charles Gould, conçu pour l'édition de 1898 de l'annuaire municipal Lovell. Il s'agit d'une reproduction qui a été modifiée et sur laquelle des lignes rouges et noires ont été tracées à la main pour indiquer l'étendue du réseau et l'emplacement des centrales. L'année de sa création marque également un tournant dans l'histoire de l'électricité puisque Royal Electric et ses filiales fusionnent avec Montreal Gas pour former la société monopoliste Montreal Light, Heat and Power. À travers une lecture rationnelle, efficace et homogène du tissu urbain, ce plan offre une image conforme à celle promue par les planificateurs des systèmes. L'emplacement des lampes n'est pas précisé et aucune information technique n'est réellement fournie. L'éclairage électrique est représenté comme une infrastructure abstraite, simplifiée et épurée. Cependant, en 1901, la matérialité des réseaux est évidente par la présence chaotique des lampes, poteaux, câbles, centrales électriques qui composent le paysage quotidien. Cette dichotomie entre ce qui est montré sur la carte et ce qui était vécu dans les rues révèle, selon nous, la projection d'un modèle infrastructurel basé sur l'invisibilité des réseaux qui commençait à prendre forme à l'époque. Quant à la dernière image, il s'agit d'une photographie prise vers 1935 depuis le Mont-Royal, dans laquelle la ville se dévoile grâce à un environnement bâti pleinement illuminé. L'auteur du cliché est Harry Sutcliffe, un photographe amateur d'origine anglaise, très actif dans la production de cartes postales dans les années 20 et 30. Au-delà du simple enregistrement de la réalité, cette prise de vue permet de documenter l'idéal de modernité qui s'insinue alors dans l'imaginaire visuel du temps. En fait, la photographie de Montréal n'est pas une véritable image de nuit. Sutcliffe a manipulé le négatif pour altérer le moment de la capture. À l'instar d'une nuit américaine, la photographie aurait été prise au lever du soleil, puis modifiée manuellement pour lui conférer un effet nocturne. Si les motivations de Sutcliffe à effectuer cette manipulation sont inconnues, on suppose qu'elles n'ont rien à voir avec les limitations techniques des appareils. Sutcliffe effectuait des photographies nocturnes depuis 1904. Cette altération révèle plutôt une sorte d'idéalisation de l'aspect de la nuit artificielle, visant à traduire certaines impressions et émotions par l'image. Sur cette photographie se dévoile une nouvelle ligne d'horizon artificiel où les gratte-ciels illuminés s'imposent comme des signes de puissance et de prospérité. Alors qu'auparavant, les bâtiments cessaient d'exister à la tombée de la nuit,
sur la photo, il semble être devenu le nouveau dispositif d'éclairage de la ville. Chacune de ces études de cas que je viens de vous présenter permet d'examiner l'évolution du désir d'éclairage électrique à Montréal à travers le regard de certains producteurs d'images. La photolithographie et la photographie illustrent le passage de la curiosité à l'idéalisation de la lumière électrique au sein d'images censées être publiques, tandis que la carte révèle plutôt une forme de gouvernance du territoire montréalais à partir d'un cercle administratif réservé. Ces représentations donnent à voir les transformations de l'esthétique et de la culture publique nocturne, ainsi que leur impact sur la construction du rapport à la lumière électrique. Revenir sur la jeunesse de cette technologie me semble important pour comprendre les motivations derrière le désir d'éclairer, mais aussi nous permettre de questionner la place actuelle de cette technologie dans la vie. Merci. Merci beaucoup, Valéria. Et maintenant, nous donnons la parole à Anne-Marie Dubreuil pour la troisième présentation. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Donc, je n'ai pas de PowerPoint. Je me lance. Alors, bonjour à toutes et à tous. Très contente d'être avec vous aujourd'hui pour partager quelques résultats de mon projet de mémoire que j'ai terminé il y a quelques mois. Alors, premièrement aussi, je tenais à remercier le laboratoire pour son soutien de mon projet, de nos projets l'an dernier. C'est une aide financière qui est très appréciée, mais c'est aussi une sorte de marque de confiance qui donne de l'élan à nos recherches et ça, c'est très précieux. Alors, je vais vous partager quelques résultats de mon projet de mémoire. Et pour vous mettre en contexte, dans le cadre de ce projet, je me suis intéressée à la teneur des manifestations hâtives de la philanthropie d'entreprise, spécifiquement au Canada. J'ai choisi comme étude de cas l'activité philanthropique des firmes montréalaises entre 1880 et 1915, et spécifiquement celles associées à deux hôpitaux généraux de Montréal, soit le Montreal General Hospital et l'hôpital Notre-Dame. À partir des documents administratifs de ces deux institutions, j'ai pu analyser les configurations et les motifs de l'activité philanthropique d'environ 400 firmes montréalaises. L'un des aspects de mes résultats qui me semble particulièrement intéressant concerne l'enjeu du traitement hospitalier des employés des firmes montréalaises. Et je vais parler ici surtout de travailleurs au masculin, puisqu'il est essentiellement question dans mon étude d'ouvriers masculins des grandes firmes de construction, de transport, d'alimentation et de métallurgie. Donc, la problématique pour les hôpitaux généraux montréalais au tournant du 20e siècle est la suivante. Ils peinent à financer adéquatement la modernisation et la croissance de leurs activités, alors que leur vocation charitable les somme de traiter gratuitement les personnes considérées indigentes, dont une importante population ouvrière qui est particulièrement exposée aux accidents de travail. Alors, les hôpitaux se demandent qui pourrait financer ces services gratuits qu'ils tiennent à offrir aux employés des grandes entreprises montréalaises. Le Montreal General et l'hôpital Notre-Dame s'appuient principalement à cette époque sur les dons que les individus fortunés de la ville leur offrent, mais ce soutien, bien que généreux, est inconstant et aussi il est peu susceptible de s'accroître et de suivre la demande croissante puisqu'il y a de plus en plus d'institutions de bienfaisance qui sollicitent les bienfaiteurs. Alors, ce n'est pas vraiment une source de financement qui peut suivre la demande qui est liée à la modernisation puis au grand bassin de patients et patientes que les hôpitaux doivent soigner. Sinon, du côté des pouvoirs publics, les subventions des niveaux municipal, provincial et fédéral sont toujours très faibles lors de cette période et sont aussi peu susceptibles d'être augmentées, puisque les hôpitaux sont généralement considérés à l'époque comme des institutions tenant foncièrement de l'initiative privée des membres des localités. Les hôpitaux disposent donc de peu de marge de main-d'œuvre pour redéfinir leur mode de financement. Une initiative qui est alors tentée par les établissements hospitaliers au début des années 1880 consiste à transférer la facture des travailleurs dits indigents à une entité estimée capable de défrayer les services offerts.
c'est-à-dire, en fait, transférer les factures des ouvriers aux entreprises qui les emploient. On observe dans les documents hospitaliers que ce transfert de paiement s'effectue de deux manières. Soit l'hôpital demande à l'entreprise de rembourser les coûts associés au traitement de ses employés une fois les services octroyés, soit l'hôpital établit avec la compagnie une sorte d'entente de prépaiement annuel qui remplace la facturation ponctuelle. Même si dans certains cas, les institutions demandent effectivement aux firmes concernées d'honorer après coup la facture des soins offerts à leurs employés, on remarque que cette pratique est assez peu populaire. En fait, l'exemple le plus éloquent du malaise associé au fait de soumettre des factures aux compagnies nous est fourni par la correspondance entre le comité de gestion du Montreal General et la Montreal Street Railway Company. En 1894, le comité de l'hôpital envoie à la compagnie un compte consignant les frais liés au traitement de ses travailleurs, mais le comité va préciser par une seconde lettre que, je cite, « It was not the intention of the committee to present any account. Yet, the figures given were to qualify the hospital's request for an annual subscription. » Visiblement, les administrateurs de l'hôpital ne sont pas très confortables à l'idée de facturer des frais aux entreprises et préfèrent plutôt solliciter auprès d'elles une forme de compensation plutôt qu'un véritable paiement. La mise à contribution devient alors un enjeu de négociation entre les firmes et les hôpitaux. Ainsi, la Montreal Street Railway Co. ne va pas rembourser au Montreal General les frais des services hospitaliers offerts, mais va plutôt consentir en 1901 à octroyer au Montreal General une somme annuelle fixe de 500 $. Ces ententes, que l'on pourrait qualifier de prépaiement philanthropique, peuvent être observées dès les années 1880, alors que des entreprises telles que le Grand Trunk Railway, le Canadian Pacific Railway, A.W. Ogilvy & Co. et l'Hôtel Windsor octroient annuellement entre 50 et 400 $ aux deux hôpitaux généraux dans le cadre de ces accords de prépaiement. Au cours de la période que j'ai étudiée, soit entre 1880 et 1915, cette pratique se poursuit et de nouvelles entreprises conviennent d'ententes de contribution avec les hôpitaux. C'est le cas, par exemple, de Dominion Bridge, Canada Cement ou encore Canadian Steel Foundries. À partir des traces documentaires disponibles, on remarque que les entreprises impliquées sont surtout de grandes industries ainsi que des compagnies de transport. Donc, des entreprises qui emploient une large main-d'œuvre, vraisemblablement exposées à d'importants risques de blessures. Les sommes les plus importantes sont accordées durant la période par les deux grandes entreprises ferroviaires que sont le Grand Trunk et le Canadian Pacific, qui vont verser annuellement jusqu'à 750 $ chacune au Montreal General Hospital. On peut donc considérer que ce qui a été initié comme une modalité de tarification et qui a été transformé en rapport philanthropique agit finalement comme une forme d'assurance hospitalisation, qui est associée à des modalités préférentielles de traitement pour les employés ciblés. Il s'agit d'une modalité de financement qui est régulièrement établie en Angleterre à la même époque, mais ça n'avait pas été dans le cas québécois observé. En fait, ça avait été observé en Mauricie au début du 20e siècle, mais pas encore à Montréal. Mais à partir des traces administratives du Montreal General et de l'hôpital Notre-Dame, on voit que c'est aussi une pratique qui est présente et assez courante à Montréal à l'époque. Soulignons que ces ententes de prépaiement s'appuient sur la volonté des entreprises de conclure de tels arrangements. Donc, on peut se demander s'il aurait été possible que les hôpitaux mettent obligatoirement à contribution les entreprises de la ville, plutôt que de négocier avec elles une version philanthropique de la compensation sollicitée. En fait, l'expérience des deux hôpitaux montréalais nous invite à considérer qu'il aurait été particulièrement ardu pour les institutions de soins de contraindre les compagnies à financer la prise en charge de leur main-d'œuvre. D'abord, les administrations hospitalières ne disposent d'aucun pouvoir pour forcer ce type de facturation indirecte. Tenter de contraindre les entreprises à assumer cette responsabilité monétaire, sans autre force que la persuasion, aurait vraisemblablement impliqué une détérioration des relations entretenues entre les administrateurs des hôpitaux et les administrateurs des entreprises. Et il faut noter qu'à l'époque, nous observons des liens étroits entre les milieux d'affaires montréalais et les administrations hospitalières. Nous pouvons donc estimer que cette proximité a favorisé l'établissement d'ententes volontaires plutôt que des modalités contraignantes. Aussi, par cette démonstration de générosité de la part des firmes, des relations harmonieuses peuvent être maintenues, mais aussi les entrepreneurs comme les entreprises peuvent agrémenter leur réputation sociale par cette marque de
de responsabilité bienveillante envers la communauté. Ensuite, il aurait été très ambitieux de la part des hôpitaux d'obliger les entreprises à assumer une responsabilité effective quant au bien-être de leurs employés, puisque cela aurait officieusement impliqué que l'on estime juste que les ressources financières des entreprises puissent être mises à la disposition de la communauté, sur la base de leur responsabilité quant aux maux que leurs activités génèrent, ainsi que l'importance de leurs moyens financiers. Il se serait avéré donc très hardi, ambitieux de la part des administrations hospitalières de mettre en question des principes fondamentaux du libéralisme de l'époque, tels que l'autonomie des compagnies, la responsabilité individuelle des maux sociaux, ainsi que la supériorité de l'initiative privée relativement à l'organisation collective. Ainsi, ce qu'on observe, c'est ce qui aurait pu être une modalité précurseur d'un financement collectif des soins de santé, a été finalement détourné vers l'action philanthropique, ce qui a convenu davantage aux intérêts des entreprises. Il en résulte que le rapport de force entre les hôpitaux et les compagnies penche résolument du côté des secondes. En effet, les entreprises pourraient aisément se passer de ces ententes de prépaiement, tant qu'aucune loi ne les oblige à défrayer l'hospitalisation de leurs employés, alors que les hôpitaux, de leur côté, comptent sur de tels apports substantiels et réguliers d'argent pour poursuivre leurs activités. Ainsi, les compagnies s'affirment comme des mécènes souverains et exigeants, qui sont dotés du pouvoir d'influencer les pratiques de soins adoptées au sein des hôpitaux. Nous observons donc que dans cette étude de cas historienne, mais comme aussi dans notre situation sociale actuelle, la pratique philanthropique des entreprises agit comme une force conservatrice qui permet aux compagnies de préserver leur pouvoir quant à la définition et l'encouragement d'un certain bien commun qu'elles définissent. Et elles peuvent définir ce bien commun-là de leur propre manière, plutôt que de laisser soin à l'organisation collective de définir ce qui serait le mieux pour nos services de biens publics. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à nos trois présentatrices pour leur communication efficace, concentrée, allant à l'essentiel. Alors, on va passer à la période de questions-discussions. Est-ce qu'on a reçu des questions? Oui, Joanne. J'aurais deux questions pour Anne-Marie. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. En fait, les trois communications étaient vraiment intéressantes. J'avais deux questions. Est-ce que dans l'analyse que vous avez faite, ce que je comprends, c'est la plupart des entreprises, en tout cas les plus importantes, sont des entreprises dont les propriétaires sont des anglophones, principalement. Et donc, est-ce que dans les dons qu'ils ont faits à un hôpital anglophone, un hôpital francophone, est-ce qu'il y a des différences dans les montants, dans l'importance des contributions philanthropiques? Et si oui, est-ce que c'est lié aux caractéristiques sociodémographiques, culturelles de leur personnel qui ferait en sorte qu'il y aurait davantage d'employés anglophones et donc plus de contributions au Montreal General? C'est ma première question. Puis la deuxième, c'est est-ce que vous avez une idée du nombre d'employés malades ou blessés qui ont été traités? Et donc, est-ce qu'il y avait quand même un profit pour l'hôpital, une marge au-delà des coûts liés à l'hospitalisation des employés? Est-ce que vous avez une idée du rapport, si on veut, coût-bénéfice pour l'hôpital, pour la compagnie? Merci beaucoup pour vos questions. Pour la deuxième question, je peux répondre tout de suite que malheureusement non, c'est un pan que je n'ai pas pu vraiment examiner puisque je me suis vraiment basée sur les documents proprement financiers des hôpitaux. Donc, je peux aller fouiller dans les listes de patients. Je sais que notamment Martin Petitclerc, d'autres chercheurs se sont beaucoup intéressés au registre d'admission, mais ça a été plus à l'extérieur de mon analyse. Donc, je n'ai pas pu voir combien de patients par compagnie. Je ne saurais pas non plus s'ils sont vraiment identifiés par compagnie, là, mais donc ça, malheureusement, je n'ai pas pu examiner ça. Pour les grands donateurs, effectivement, ce sont beaucoup des grandes compagnies de direction
direction anglo-protestante. Je crois que ça va aussi en cohérence avec le tissu socio-économique de l'époque. Les grands employeurs, les grands capitaux sont concentrés dans une petite communauté anglo-protestante. Donc, mais ils vont donner aux 2 hôpitaux, mais c'est sûr beaucoup quand même plus au Montreal General, mais quand même, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'ils vont donner aux 2 annuellement, quand même très régulièrement. Donc, même si c'est des fois des montants un peu plus petits à l'hôpital Notre-Dame, visiblement, on peut faire l'hypothèse qu'il y avait quand même une partie de leurs employés qui allaient à l'hôpital Notre-Dame, donc ils donnaient quand même des sous. Mais c'est vrai que souvent, il y a des ententes un peu différenciées selon Montreal General, l'hôpital Notre-Dame. J'ai observé qu'il y avait quand même quelques compagnies plutôt canadiennes françaises comme Dupuis Frères, par exemple, que j'ai pu observer qui donnent aussi assez régulièrement donnent seulement à l'hôpital Notre-Dame. Donc, quand même quelques compagnies canadiennes françaises, mais oui, on voit une différence selon l'appartenance. Mais est-ce que c'est seulement une question d'appartenance ethno-linguistique ou alors et religieuse, ou alors est-ce que c'est seulement parce que la grande concentration de capitaux fait en sorte qu'il y a une distinction dans les moyens puis dans la main-d'œuvre? Ça serait un autre point à voir. Parfait. On aurait une question de Alain Joly. En fait, 3 questions. Bravo pour vos communications. C'est très intéressant. Alors, 3 questions. Premièrement, pour Marie, dans un premier temps, il y a certainement une évolution dans le lectorat et dans le tirage des livres de cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Merci Alain pour cette question. Alors, l'évolution du lectorat, oui, il va être grandissant pendant la période, ce qui va expliquer aussi finalement une évolution aussi croissante en termes de titres, de nouveaux titres qui vont paraître et de rééditions successives qui vont paraître. En ce qui concerne le nombre de parutions, en tout cas d'exemplaires, il est difficile pour moi en fait d'en parler parce qu'il y a très peu de chiffres. En tout cas, j'en ai pas trouvé pour le moment. Même les pouvoirs publics semblent assez discrets sur cette question-là. Donc, j'ai été en contact avec les archives parlementaires à Québec et on n'a pas trouvé de chiffres qui pouvaient nous aider, ne serait-ce que pour la partie des publications gouvernementales provinciales. Et puis pour les éditeurs généralistes, il reste peu de sources en fait qui pourraient m'aiguiller. Peut-être que les congrégations religieuses pourraient avoir encore des données dans ce sens-là, mais pour le moment, je les ai pas encore dépouillées. Et puis évidemment, les regroupements de femmes, c'est compliqué d'avoir des chiffres aussi dans ce sens-là. OK. Bien, merci beaucoup. Je vais passer à mon autre question pour Valéria. La première représentation qu'on voit, le premier éclairage public par l'électricité, est-ce que vous avez pu comparer cet élément-là avec l'éclairage précédent au gaz? Parce qu'il y a aussi un aspect publicitaire et puis de représentation, de vente d'un nouveau produit technologique à la population. Alors, entre l'éclairage au gaz qui était le tiers environ de l'éclairage électrique, est-ce que vous avez pu comparer un peu une représentation précédente ou c'est une démarche que vous n'avez pas entreprise? Merci pour votre question. Je le compare surtout avec d'autres représentations de l'époque avec l'éclairage électrique. Donc, je le comparais surtout avec d'autres villes, comme aux États-Unis, en Europe. Je n'ai pas trouvé énormément. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas énormément de représentations nocturnes. Je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour, surtout avec l'électricité. Je pense que j'ai tout repéré les images nocturnes à Montréal. Donc non, comme ça, je n'ai pas vraiment exploré des représentations au gaz, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a été utilisé pour promouvoir cette technologie. On raconte dans les journaux comment c'est toute une mise en scène, comment ce jour-là, le public est arrivé, le Champ de Mars était éclairé au gaz pour ensuite
passer à l'éclairage électrique et voir la différence. Souvent, on va avoir les deux types d'éclairage qui fonctionnent de manière simultanée, justement, pour se rendre compte à quel point ça change au niveau d'intensité. Mais en tout cas, c'est une bonne piste. Je devrais aussi explorer plus les représentations du gaz que je n'ai pas vraiment explorées. Merci beaucoup. Juste une dernière question rapide pour Anne-Marie. Écoutez, est-ce que par rapport à on parle des grandes compagnies, donc des entreprises industrielles principalement, est-ce que dans le cas de cet élément-là, est-ce que beaucoup les gens qui se présentent dans les hôpitaux, c'est pour des maladies professionnelles, des accidents du travail, et puis aussi, est-ce que vous avez exploré l'idée dans les entreprises, s'ils le font par philanthropie, comment ils communiquent à leurs employés le fait qu'ils participent, par exemple, à leur santé? Est-ce que vous avez exploré cette idée-là, de ce côté-là? Oui, merci pour la question. C'est bien intéressant. Puisque je n'ai pas vraiment regardé les registres d'admission, c'est difficile de voir pour quelles raisons exactement les travailleurs qui se présentent aux hôpitaux se font soigner. On peut penser que c'est beaucoup des accidents de travail, surtout que, par exemple, au Montreal General, c'est souvent des hospitalisations pour accidents et autres types d'urgences. L'entrée est assez facile. Pour les maladies, parfois, on dit qu'il faut peut-être avoir une sorte de recommandation de gouverneur. Donc, ça doit être principalement pour donc des accidents, des urgences, mais j'ai quand même vu certains cas où, grâce justement à la sorte pas de mentorat, mais le fait que l'entreprise donne à l'hôpital, ça donnait des accès des fois plus aisés aux travailleurs pour d'autres raisons que des accidents, par exemple, maladie. Donc, c'est possible que parfois ça a été utilisé pour traiter d'autres types de maux que les accidents, mais on peut penser que c'est principalement quand même ce qui se passerait dans le cadre du travail. Quant à la communication, ça, je n'ai pas pu non plus voir. En fait, les archives d'entreprise, c'est assez difficile aussi à trouver. Donc, qu'est-ce que j'ai cherché des traces de ça dans près une dizaine d'archives d'entreprise, puis je n'ai jamais vu de traces de communication aux employés. Donc, on peut penser que ça se faisait peut-être plus oralement aussi par la hiérarchie organisationnelle, mais je n'ai pas observé de ce côté-là. Merci. Maintenant, on aurait une question de Jean-François Palomino. Oui, bonjour. Merci à toutes trois. C'était très, très instructif. J'ai beaucoup appris, même si c'était condensé en 10 minutes. Bravo. Donc, j'ai plusieurs questions pour Marie. Mais juste avant, j'en poserai une à Anne-Marie parce que, bonjour Anne-Marie, qui me trotte en tête, c'est à savoir, c'est quand on parle d'accès plus aisé, qu'est-ce que ça veut dire au juste en matière de soins pour ceux qui travaillent pour ces compagnies qui ont financé l'hôpital par rapport à d'autres travailleurs qui ne bénéficient pas de cet accès-là? Donc, ça représente quoi? C'est à quel moment, quand on rentre dans l'hôpital, ah, non, vous n'avez pas de soins parce que vous ne contribuez pas, vous ne faites pas partie. Donc, je ne sais pas si tu avais des indices par rapport à ça. Oui, bonjour Jean-François. Oui, en fait, il y a comme deux grands types de privilèges qui sont accordés, on pourrait dire, aux travailleurs qui sont couverts par ces ententes-là. Donc, premièrement, une hospitalisation plus aisée. Comme je disais par rapport à la dernière question, parfois, dans certains cas, il semble avoir des traces que pour des maladies qui ne seraient pas, donc des accidents qui ne seraient pas des urgences, ça permettrait d'être hospitalisé un peu plus facilement parce que c'était des cas, des fois, qui pouvaient être moins prioritaire, disons, pour l'hospitalisation. Donc, on pouvait des fois vous renvoyer au dispensaire ou ailleurs, mais on ne vous prenait pas en charge à l'hôpital. Donc, il y a une sorte d'admission facilitée, mais sinon, c'est surtout par rapport au paiement des frais, parce que des travailleurs, par exemple, des travailleurs jugés indigents qu'on estimerait qu'ils ne pourraient pas payer les soins, seraient admis gratuitement à l'hospitalisation, mais il y a toutes sortes de frais, c'est assez complexe, mais des frais, par exemple, des fois de certaines opérations médicales, des bandages, des médicaments, parfois aussi des honoraires du médecin. Donc, parfois, on pouvait quand même essayer de demander des frais, même à des gens qui étaient admissibles à l'hospitalisation gratuite. Donc là, c'est comme si ça normalisait tout ça pour dire, vous allez être traité gratuitement, ça, c'est clair. Puis aussi, dans certains cas, il va y avoir des négociations pour des conditions un peu meilleures d'hospitalisation, par exemple dans des chambres semi-privées ou voire privées, plutôt que dans les grandes salles des malades. Donc, il y a des sortes de modalités un peu préférentielles de traitement qui sont accordées aux travailleurs couverts. Parfait. Merci Anne-Marie. Oui. Très clair. Pour Marie,
Je me demandais si tu allais donc examiner plus attentivement les recettes et voir s'il y a une évolution justement au cours du siècle hein, dans ces recettes. J'imagine une influence d'un livre à l'autre. Et puis aussi peut-être une influence européenne par rapport à la production européenne. S'il n'y avait pas de livre qui était produit ici au Québec, mais il y en avait en Europe qui circulaient au Canada, qui étaient utilisés. Donc ça, c'était une première question. Puis une autre, je me demandais si tu allais examiner la question des valeurs, juste pour revenir aux recettes, est-ce qu'il y a donc une évolution, puis une tendance à un conservatisme ou une fixation de ces recettes-là ou une évolution? Et puis, l'autre question, c'était à savoir s'il y a des valeurs qui sont véhiculées en marge des recettes dans l'introduction de l'ouvrage, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu seras attentif à cet aspect-là dans les livres étudiés? Oui, merci beaucoup Jean-François pour toutes ces questions. Alors, on va essayer de répondre petit à petit. Pour la question de l'évolution des recettes de cuisine en elles-mêmes, j'ai commencé à faire un travail d'observation sur notamment la présentation des recettes et la présentation des recettes, le contenu de ces recettes, mais je pense pas travailler précisément sur les ingrédients et l'évolution de certains ingrédients. Bon, effectivement, il y a déjà des travaux qui ont été faits dans ce sens-là, notamment sur la cuisinière canadienne, où on voit l'émergence de certains produits plus locaux, mais qui restent assez sporadiques. Tout de même, c'est quand même une tendance. J'ai commencé quand même à regarder s'il y avait quelque chose à dire sur ce sujet-là. Il y a des éléments qui ressortent quand même assez de façon assez évidente, c'est que les produits locaux, comme Desloges l'a défini, les produits emblématiques, à savoir le lard, le maïs, l'érable et la citrouille, sont peu représentés dans les livres de recettes qui sont publiés pendant la période que j'étudie. Vraiment, il y a une sous-représentation, notamment du sucre ou sirop d'érable. On utilise davantage en fait du sucre transformé. Il y a une quasi-absence en fait du maïs. Le peu de présence que je retrouve dans mon corpus, ça va être essentiellement de la farine de maïs en alternative à la farine de blé, mais c'est vraiment très sporadique. La citrouille est quasiment absente. Et puis le lard, oui, le lard est utilisé comme gras de cuisson, beaucoup, mais on peut, voilà, c'est peut-être pas une tendance forte non plus. Ça fait partie finalement des habitudes alimentaires de la période que j'étudie. Donc oui, je vais en parler, mais je vais pas faire une étude exhaustive sur tous les produits qui sont contenus dans les recettes. Je vais plus aborder les recettes, observer ces recettes plus dans une démarche didactique en fait et pédagogique. Comment elles sont présentées. Et notamment, on voit durant la période que j'étudie une forme qui va évoluer par rapport au début de la période, à savoir que les ingrédients vont être davantage mentionnés en début de recette. On va avoir des mentions de quantité, des mentions aussi de temps de cuisson, de chaleur, la chaleur du four, etc. C'est des éléments qui n'étaient pas du tout présents, notamment dans la cuisinière canadienne en 1840, où on a un paragraphe avec quelques indications, quelques lignes. Certains chercheurs ont expliqué ces points-là comme étant des formes de rationalisation du travail de la ménagère dans les foyers. Donc, on va davantage indiquer des éléments très précis dans la réalisation de la recette, mais il peut aussi s'avérer que ça pourrait être lié à des pertes de savoir aussi en matière culinaire, qui donnent davantage de précision finalement sur la recette à réaliser. Donc ça, ce serait comme pour le premier point. Le second, je me souviens que tu évoquais aussi la question des valeurs qui sont véhiculées dans ces livres de recettes. Alors oui, je travaille de façon plus assidue effectivement sur cette question-là, et notamment sur les valeurs qui vont être rappelées, assénées aux femmes, parce que tous ces livres de recettes sont distribués essentiellement aux femmes, sont destinés aux femmes. Excusez-moi, je vais juste... oui, on a
on a un discours qui va être extrêmement ruraliste, qui va être empreint des valeurs très traditionnelles, très patriarcales aussi, qui sont vraiment en relation finalement avec les valeurs qui sont présentes dans la société de cette période. Et on va avoir aussi finalement des valeurs qui vont évoluer un petit peu plus vers des éléments qui vont changer, qui vont montrer des changements, notamment sur la place de la femme dans son foyer, où elle va devenir davantage une hôtesse. Donc, elle doit faire attention à la présentation de sa maison, de ses plats. Donc, il y a vraiment tout un décorum autour de la réception des invités. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, qui va apparaître dans les années 20-30. Sinon, effectivement, il y a aussi toute cette dichotomie homme-machine aussi qui a été largement travaillée par Caroline Durand, notamment, sur le discours où la femme doit nourrir correctement les personnes qui composent son foyer, donc autour de ces idéaux, autour de l'industrialisation qui sont très forts. Bon, voilà pour les quelques exemples, mais effectivement, c'est des aspects que je travaille un peu plus profondément. Excuse-moi, je me souviens plus du troisième point. C'était plutôt la question de l'évolution des recettes, peut-être l'intégration de produits qui viennent justement de l'extérieur, mais si tu t'étends moins aux recettes, ce serait moins pertinent, je crois. Ouais, c'est des choses que je vais moins aborder. Sans doute que je vais en parler, mais de façon plus superficielle. OK. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Là, il est déjà 13 heures, le temps passe vite, donc je propose qu'on pourrait peut-être terminer rapidement avec les questions de Mélissa Harvey et de M. Linteau. Donc, Mélissa Harvey, si vous voulez poser votre question. Oui, ma question s'adresse à Valéria. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, comme vous vous intéressez à des représentations de la ville et dans la ville, je me demandais si vous prévoyez de géoréférencer certaines de vos données de recherche et si oui, qu'est-ce que ce genre de travail pourrait vous permettre de révéler? Merci Mélissa pour ta question. C'est sûr que j'ai réfléchi à ça, surtout avec le deuxième étude de cas, avec la carte, parce qu'il s'agit d'un objet qui est assez cryptique. En tant qu'historien de l'art, c'est assez difficile d'accès parce qu'il ne te donne pas beaucoup d'éléments par où l'interpréter. Donc, il faut vraiment aller vraiment dans l'histoire ou prendre ou s'appuyer sur d'autres documents pour l'interpréter. Mais c'est un projet que je ne sais pas si je pourrais faire dans le cadre de mon doctorat, parce qu'il faut que je finisse la thèse, que j'écrive. Mais j'aimerais vraiment géoréférencier les lampadaires de Montréal, parce que cette carte, justement, il montre juste le ressaut, mais on ne voit pas l'emplacement de lampadaires. Et il y a juste une carte que j'ai trouvée jusqu'à présent qui montre l'emplacement de lampadaires, pas à Montréal, mais dans un quartier de banlieue de Montréal. Et je trouve ça intéressant de voir l'évolution justement des lieux qui étaient éclairés, le choix de coins-rues. Et dans les archives de la ville, on trouve justement une description assez détaillée sur tout l'emplacement de lampadaires. Donc, tout l'emplacement de chaque lampadaire, la puissance des lampes qui étaient utilisées sont déjà là, mais ils ne sont pas rendus images. C'est quelque chose que moi, j'aimerais faire. Je ne sais pas si ça va être un projet pour mon doctorat ou ça sera un projet à faire dans le futur. Merci. Monsieur Linteau, si vous voulez poser votre question. En fait, c'est un commentaire peut-être plus pour Valéria, parce que la carte du début du 20e siècle, elle nous montre bien une ville réticulée. C'est le réseau de distribution de la compagnie d'électricité qui est probablement lié de très près aux lampadaires, mais il ne faudrait pas croire que ça rend compte de l'utilisation de l'éclairage électrique
autour de 1901. C'est une petite minorité de la population qui est branchée à l'électricité. Donc, la majorité des foyers s'éclairent encore à la lampe à l'huile ou à la chandelle. Dans une étude que j'ai faite avec un collègue, là, on a estimé que c'est autour de la Première Guerre mondiale qu'on dépasse 50% d'abonnements parmi les ménages montréalais. Donc, quand on veut réfléchir au degré d'illumination de la ville, il y a l'illumination publique liée aux lampadaires, mais il y a l'illumination privée liée aux maisons qui est beaucoup plus lente à se développer parce que les tarifs d'électricité sont trop élevés pour la classe ouvrière en 1900. Ça va devenir plus accessible avec le temps. Oui, merci. Ben, j'ai lu votre étude. Et justement, moi, je ne travaille pas avec l'éclairage domestique. Je m'arrête vraiment juste à l'éclairage urbain. Et justement, la compagnie, la Royal, c'était son principal source de revenus, c'était l'éclairage public. Donc, c'est pour ça que cette carte, même si ça servait aussi pour fournir de l'électricité aux industries, aux centrales, etc., ça montre quand même l'emprise de l'éclairage public dans la ville à cette époque. Mais c'est sûr que moi, la partie où j'aborde un peu plus, mais vraiment pas beaucoup, l'éclairage domestique, ça va être dans la troisième partie, dans les années 30, mais toujours depuis l'extérieur. Comment les tours deviennent des dispositifs d'éclairage, mais je ne travaille pas sur l'éclairage domestique. OK. Ben, alors, c'est finalement à mon tour de remercier vivement nos 3 conférencières aujourd'hui. Ça a été extrêmement intéressant. Ça a été enregistré, donc ça sera disponible si vous avez des amis qui ont raté notre midi du laboratoire. Ils peuvent rattraper ça ensuite. Et je vous signale en terminant que nous avons déjà prévu d'autres activités à l'hiver. En particulier, le 26 janvier, nous aurons un midi du laboratoire sur les Belges à Montréal. Vous recevrez de l'information là-dessus bientôt. Joanne, est-ce qu'on doit ajouter quelque chose? Il y aura, en fait, pour l'activité du 26 janvier, nous osons la formule hybride. Donc, celles qui le souhaiteront, nous serons physiquement présents dans un local à l'UQAM auquel vous pourrez vous inscrire, mais il y aura également une diffusion virtuelle. Donc, ça sera l'occasion de se retrouver en présence si certaines sont disponibles. Et il y aura également une activité vers une autre conférence midi, uniquement virtuelle, celle-là, le 23 février. Donc, vous pouvez déjà réserver ces dates si cela vous intéresse. Et voilà, c'est la fin de mon bulletin promotionnel. Alors, merci à tous et à la prochaine.